femme, Taylor, et moi avons récemment quitté notre ancienne maison. Elle n'aimait pas être si proche de sa famille et souhaitait mettre de la distance entre nous et eux. Nous avons donc décidé de déménager. N'ayant pas d'enfant et avec Taylor qui a cessé de travailler il y a un moment, elle était relativement ouverte à mes suggestions concernant notre nouvelle destination. Étant électricien, déménager n'était pas un problème pour moi. Après mûre réflexion, nous avons choisi le Nouveau-Mexique. Nous avons toujours été des gens de la campagne, donc ce n'était pas un changement de mode de vie radical. Cela remonte à environ 3 mois. Nous avons trouvé une offre fantastique pour une maison située en pleine campagne. La maison est honnêtement plus grande que ce dont nous avons besoin, surtout qu'il n'y a que nous deux et notre labrador noir, Lola. Mais nous nous sommes dit que l'espace supplémentaire pourrait être utile à l'avenir, peut-être pour inviter des amis ou organiser des événements. Tout se passait bien jusqu'à ce que je commence à remarquer quelque chose d'étrange. Les lumières à l'étage faisaient régulièrement sauter les disjoncteurs, bien que le reste de la maison reste alimenté. Après 1 ou 2 occurrences, j'ai rapidement compris quel était le problème. En tant qu'électricien, c'était exactement mon domaine d'expertise. Je savais qu'il s'agissait probablement d'un déséquilibre de charge sur le disjoncteur principal, situé au rez-de-chaussée. C'était une réparation facile que je pourrais gérer sans difficulté. Pour être honnête, je n'avais pas passé beaucoup de temps au sous-sol depuis notre emménagement. Nous l'avions brièvement inspecté lors de la visite avec l'agent immobilier, mais je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention. En fait, je ne crois pas y être retourné une seule fois depuis. Quoi qu'il en soit, je suis descendu pour chercher le disjoncteur principal. Le sous-sol était encombré et n'était clairement pas un espace facilement utilisable. Il ressemblait plus à un débarras rempli de vieux meubles et de bric-à-brac. Après un moment, j'ai trouvé le disjoncteur et commencé à travailler dessus. En une dizaine de minutes, j'ai identifié l'origine du déséquilibre de charge. Je me suis dit que je pourrais refaire le câblage plus tard, quand j'aurais davantage de temps. Alors que j'étais sur le point de remonter, ma curiosité m'a poussé à explorer un peu plus le sous-sol. Après tout, c'est notre maison et il me paraissait étrange de ne pas encore connaître chaque recoin. Je me suis donc permis de fouiller un peu. La plupart de l'espace était rempli de vieux meubles et d'objets divers qui semblaient avoir été abandonnés là depuis des années. Il n'y avait rien de vraiment intéressant. Finalement, j'ai conclu que transformer cet espace en quelque chose d'utilisable serait bien trop compliqué. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le coin le plus éloigné du sous-sol. Derrière une pile de vieilles chaises en bois, il y avait une grande porte métallique. Ce n'était pas une porte ordinaire. Elle avait une allure industrielle. Plus haute et bien plus épaisse que la plupart des portes classiques, elle semblait conçue pour sécuriser un espace important. Intrigué, je me suis approché. Mes soupçons se sont rapidement confirmés. C'était le genre de porte qu'on pourrait trouver dans un coffre-fort ou une panic room. Ma première pensée fut qu'il s'agissait peut-être d'un abri anti-tornade ou d'une salle de sécurité. Mais c'était une étrange découverte. Normalement, un agent immobilier aurait mentionné une caractéristique aussi inhabituelle. J'ai tenté d'ouvrir la porte, mais la poignée était verrouillée. Résolu à comprendre, je suis remonté fouiller dans un tiroir rempli de clés laissées par les anciens propriétaires. Des clés pour toutes sortes de portes inutiles, au cas où. Aucune des clés ne fonctionnait. Après une quinzaine d'essais infructueux, j'ai décidé d'en parler à Taylor. Elle était tout aussi intriguée que moi et a réussi, je ne sais comment, à nous mettre en contact avec les anciens propriétaires. C'est cet appel qui a transformé ma curiosité en inquiétude. Leur ton au téléphone était étrange. Ils faisaient des pauses prolongées, comme s'ils réfléchissaient soigneusement à leurs réponses ou hésitaient à en dire trop. Avec le recul, je regrette de ne pas avoir enregistré cette conversation. Quand j'ai mentionné la porte, il y a eu un long silence. Puis finalement, la femme a expliqué qu'il s'agissait simplement d'une pièce sécurisée en cas de tornade. Je lui ai répondu que c'était bien, mais que la porte était verrouillée et inutilisable. Après une autre pause, elle a affirmé qu'ils avaient perdu la clé et nous a conseillé de simplement l'ignorer. J'ai trouvé cette réponse hautement improbable, d'autant plus qu'ils avaient laissé des clés pour des portes apparemment inutiles ailleurs dans la maison. Leur hésitation et leur ton m'ont laissé une impression profondément dérangeante. Nous avons raccroché rapidement, leur réticence à parler étant évidente. Taylor a essayé de rire, disant que je me faisais des idées. Mais cette histoire ne me quittait pas. Pendant les semaines qui ont suivi, je suis retourné plusieurs fois au sous-sol juste pour fixer cette porte, me demandant sans cesse ce qu'elle pouvait cacher. J'ai tenté toutes les astuces à ma disposition, y compris des techniques que j'utilise au travail, mais rien n'y faisait. La serrure était incroyablement solide. J'ai fini par abandonner pendant environ 1 semaine, mais ma curiosité a fini par l'emporter. Il y a 2 jours, sur les conseils de Taylor, j'ai décidé d'engager un serrurier. Il est descendu au sous-sol et a commencé à travailler. Après une trentaine de minutes, je suis descendu pour voir ses progrès. Il m'a dit, visiblement intrigué, que la serrure était inhabituellement complexe pour une simple panic room. Ses mots exacts. J'étais inquiet qu'il ne puisse pas l'ouvrir. Mais après une autre demi-heure, il y est parvenu. Avec le recul, je regrette profondément qu'il l'ait fait. L'intérieur de la pièce ressemblait à un sanctuaire. Les murs étaient couverts de vieilles photos en noir et blanc, toutes marquées de symboles étranges que je ne reconnaissais pas.
Au centre de la pièce, une chaise était tournée face au mur, comme si quelqu'un avait passé un temps interminable à fixer ce point vide. Dans un coin, il y avait un lit de camp avec des couvertures de froissée et l'air était vicié, légèrement nauséabond. Puis j'ai remarqué les déchets, des sacs de chips vides, des bouteilles d'eau froissées. La réalisation m'a frappé. Quelqu'un avait réellement vécu ici, et pas il y a si longtemps. Je pensais que c'était déjà assez perturbant, mais je me trompais. En explorant davantage, j'ai remarqué une seconde porte, petite et partiellement dissimulée dans l'ombre. Je l'ai ouverte et découvert un escalier. Celui-ci menait à une porte de cave donnant directement à l'extérieur de la maison. Je me suis senti comme un idiot. Je n'avais même pas pensé à vérifier la porte de cave lorsque nous avons emménagé, en supposant simplement qu'elle menait au sous-sol. Pendant tout le temps où nous avions vécu ici, je ne l'avais jamais ouverte. Mon étonnement face à toute cette situation s'est rapidement transformé en terreur. Quelqu'un avait littéralement vécu dans ma maison. Depuis combien de temps? Peu à peu, des choses que j'avais ignorées ou rationalisées ont commencé à prendre sens. Depuis notre emménagement, Taylor et moi avions remarqué quelques bizarreries inexpliquées. Des objets disparaissaient, rien de très précieux, mais suffisamment pour attirer notre attention. Jusqu'à présent, j'avais supposé que Taylor les avait égarés, ce qui lui arrivait souvent. Mais cette découverte changeait tout. Quelqu'un vivait dans notre maison. Je me suis répété cette pensée encore et encore, incapable de comprendre comment nous avions pu passer à côté. Je ne savais pas qui était cette personne, ni pourquoi elle était là. Mais une chose était claire, je ne voulais pas qu'elle revienne. Furieux, j'ai essayé d'appeler les anciens propriétaires pour exiger des explications, prêt à aller jusqu'à les menacer de poursuites légales. Mais ils ne répondaient à nos pas. Soit leur numéro avait été déconnecté, soit ils refusaient tout simplement de s'impliquer. Taylor était terrifié, et moi aussi, même si je faisais de mon mieux pour ne pas le montrer. Ce soir-là, j'ai pris des meubles lourds pour barricader la porte de la cave de l'intérieur. J'ai aussi acheté une chaîne robuste et un cadenas pour la verrouiller définitivement. Peu importe les efforts nécessaires, il était hors de question que quelqu'un revienne en douce par cette porte. La police est venue le lendemain et a pris un rapport détaillé. Ils nous ont assuré qu'ils allaient faire de leur mieux pour retrouver les anciens propriétaires et comprendre la situation. Notre agent immobilier, horrifié par l'histoire, a promis d'aider la police de toutes les manières possibles. Cette nuit-là, alors que nous nous préparions à aller nous coucher, un bruit sourd retentit contre la porte d'entrée. Lola, notre labrador, se mit à aboyer furieusement, ses aboiements résonnant dans toute la maison. Taylor et moi étions figés, trop terrifiés pour bouger. Les coups s'arrêtèrent au bout de quelques minutes, mais presque immédiatement, de petits cailloux commencèrent à frapper la fenêtre de notre chambre. Chaque impact résonnait comme un coup de marteau sur nos nerfs déjà à vif. Taylor tenait Lola contre elle, tremblante, tandis que je m'approchais lentement de la fenêtre. Elle me suppliait de ne pas y aller, mais j'étais furieux. Dans ma tête, je me préparais à affronter celui ou celle qui se trouvait dehors. J'ai attrapé la batte de baseball que je garde sous le lit et d'un geste brusque, j'ai tiré les rideaux. Mon cœur battait à tout rompre, mais il n'y avait rien d'autre que l'obscurité et le calme inquiétant de la campagne environnante. Nous pensions que c'était terminé. Taylor voulait que j'appelle la police immédiatement, mais une petite part de moi refusait. J'étais convaincu que, si j'appelais, ils arriveraient trop tard, se contenteraient de faire un rapport, et nous serions de nouveau seuls à affronter ce cauchemar. Je lui ai promis que si quelque chose d'autre se produisait, je les appellerais. Mais à ce moment-là, un bruit de verre brisé retentit depuis le rez-de-chaussée. C'était comme si mon corps réagissait avant même que mon esprit n'assimile ce qui venait de se passer. J'ai crié à Taylor de rester avec Lola et de verrouiller la porte de notre chambre. Avec ma batte en main, j'ai descendu les escaliers, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. J'ai dévalé les escaliers juste à temps pour voir deux silhouettes s'éloigner en courant de la maison. La fenêtre de la cuisine était complètement fracassée, des éclats de verre brillant sous la faible lumière de la lune. Mon cœur battait la chamade alors que je me tenais là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Sans perdre une seconde, j'ai appelé la police. Ils sont arrivés rapidement et ont fouillé la maison et le sous-sol. Cependant, il n'y avait aucun signe d'effraction dans la salle sécurisée, ni aucun intrus sur la propriété. Leur meilleure hypothèse, la personne qui vivait là en cachette avait découvert qu'elle ne pouvait plus accéder à la salle et était furieuse. Leur solution pour nous terroriser, briser la fenêtre et s'enfuir avant d'être pris. J'étais à la fois furieux et terrifié. Ma femme, Taylor, était en état de choc. Nous avions toujours considéré notre maison comme un refuge, un endroit où nous étions en sécurité, mais ce sentiment avait complètement disparu. La police, pour sa part, a pris l'affaire au sérieux. Ils ont intensifié l'enquête et promis de retrouver les anciens propriétaires pour tirer cette histoire au clair. Cependant, ils ont aussi précisé que cela pourrait prendre plusieurs jours. Cela s'est passé il y a 2 jours et nous n'avons toujours aucune nouvelle. Nous avons essayé, encore et encore, de contacter les anciens propriétaires, mais sans succès. Depuis l'incident, je suis convaincu que la présence de la police a effrayé les squatteurs, au moins temporairement. Personne n'a tenté de revenir depuis. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser à ce que je ferais si cela arrivait à nouveau. J'ai barricadé chaque point d'entrée que je pouvais, mais l'idée qu'ils puissent trouver un autre moyen d'entrer me hante. Taylor a du mal à dormir, et pour être honnête, moi aussi. Je suis prêt à me défendre si cela devient nécessaire, mais j'espère de tout cœur ne pas en arriver là.